Je vais vous dire ce soir que nous sommes à un tournant de l'histoire, si vous ne l'avez pas remarqué, où tournant veut dire quelque chose évolue, change de direction, et plus encore devient autre. Ce n'est pas une chose formellement opposée à une autre, c'est quelque chose d'autre par rapport à quelque chose qui existait. Alors, il y a deux systèmes de dynamique qui sont en contradiction absolue. Celle qui ravage les États du monde transatlantique, l'Europe, l'Amérique du Nord, qui est le règne d'une oligarchie qui accapare. Elle accapare le pouvoir et surtout elle accapare, elle a le monopole de l'émission de monnaie. C'est ce qu'on appelle le système dollar, un dollar qui n'appartient même plus aux États-Unis en tant que nation, mais qui appartient à un système bancaire international de 24 mégabanques et quelques sociétés d'assurance. Alors, dans ce système, on voit s'accroître les injustices, le système brise le développement économique et conduit à la guerre de tous contre tous. Même un Jacques Attali, et j'ai ici parce que je trouve intéressant de l'amener, dans un texte du 23 janvier 2013, disait 201913, donc 2013-1913, tout se met en place pour que menace une troisième guerre mondiale. Là, c'est un constat qu'on partage. Constat, pas ce qu'il propose, bien entendu. Avec un Occident, aujourd'hui, qui de plus manifeste une incapacité absolue au dialogue. C'est-à-dire qu'il y a chez les élites occidentales un véritable complexe de supériorité qui repose d'ailleurs sur rien de tangible. Tangible, je veux dire, sur aucun projet pour le futur. Ça, c'est le côté du monde où nous vivons, pas nécessairement où nous sommes en tant qu'individus engagés. L'autre, c'est ce qu'esquisse la dynamique des BRICS et de ceux qui les rejoignent. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ceux qui les rejoignent, c'est l'Argentine, le Brésil, l'Égypte, par exemple le Kazakhstan. Cette dynamique est fondée sur un investissement dans le futur. Ce sont les technologies plus productives et les capacités transformatrices du travail humain. Bien entendu, ce développement, cette dynamique sont imparfaits. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de recette à copier. Ce n'est pas une question de copier-coller. Mais la direction prise est là salvatrice. Parler de politique, donc, sans combattre ce péril dans lequel nous vivons, et sans définir la voie de l'espérance qui peut nous amener ou nous diriger vers l'autre grande tendance dans le monde, celle dont j'ai parlé, celle des BRICS. Parler de politique sans poser cette question, sans parler de cette question, revient à parler absolument pour rien dire. Rien. Parler de patrie ou de patriotisme économique, comme beaucoup disent ou font, sans faire face à ceux qui sont nos ennemis et se comportent comme tels, c'est évidemment parler pour ne rien dire. C'est bien ce que les Français ressentent confusément et expriment par leur rejet des forces politiques existantes. Un rejet d'ailleurs qui n'est pas tellement fondé sur ce que ces forces font, mais plutôt sur le défi qu'elles ne le relèvent pas, sur ce qu'elles ne font pas. Ce rejet légitime ne s'accompagne malheureusement pas d'un projet porteur d'espérance.
pour ce que De Gaulle appelait le salut, et Jaurès l'évolution révolutionnaire. Comme Jaurès le pressentait en Argentine en 1911, et De Gaulle en 1966 dans son discours de Phnom Penh, c'est du côté de ce qu'on appelle les émergents. C'est du côté de ceux qui s'efforcent de bâtir le futur. C'est là que se trouve la cause de l'humanité et c'est là que devrait se trouver notre cause, en tant que France et en tant qu'individu français ou française. Notre rôle, en tant que mouvement politique, est donc d'inspirer, de donner force et forme à cet engagement du côté où est l'espérance, à reconstruire le pacte millénaire conclu entre la France et la liberté du monde, que la France libre et la résistance avaient construit en leur temps. Passons à la réalité, par rapport à ce que je vous ai dit. 3% des sondés jugent que les choses vont s'améliorant en France. 85% pensent qu'elles s'aggravent. Aucun parti ne dépasse les 30% de bonnes opinions. On vous racontera qu'un tel ou tel autre a une meilleure opinion, non. Aucun ne dépasse les 30%. La représentation politique tout entière vacille, et pour une fois, sur un point, je serai d'accord avec Noël Mamère lorsqu'il a dit « les dégâts sont irréversibles ». Ils sont irréversibles en ce qui concerne la scène politique française comme il l'était dans les années 30. Alors, évidemment, le leitmotiv ce que répètent les partis en place, c'est qu'on ne change pas une politique qui perd. On s'y tient. Vous avez des choses extraordinaires. François Peyrol, qui travaille très bien avec le gouvernement actuel et qui était le favori de Nicolas Sarkozy, nous dit « il n'y a pas d'austérité en France ». Pas vrai. Alors, la réduction des dépenses publiques de 21 milliards qui va être faite en 2015, les coupes dans les dépenses sociales, ça, c'est pas l'austérité. On vit encore bien. Et j'ai un économiste qui m'a dit, dans les cercles proches de François Hollande, on pense qu'on s'en tirera, qu'eux s'en tireront, parce que la France est encore protégée et vit pas trop mal. Ça montre l'ignorance absolument phénoménale des gens dans ces partis politiques, et c'est ce que l'opinion ressent, c'est ce que les Français et les Françaises ressentent, l'ignorance phénoménale des problèmes quotidiens. Alors, évidemment, on a déjà pu voir le dernier exemple, à celui de hier, c'est qu'on supprime les crédits pour les soins bucco-dentaires des enfants et des adolescents. Ça, c'est un exemple, voilà, après avoir fait des tas de discours sur la jeunesse. Alors, c'est dans ce contexte que Manuel Valls, notre Premier ministre, est passé devant nos militants à La Rochelle et leur a lancé en passant « Ça va les dingos? On s'amuse bien ?» accompagné de Najat Vallaud-Belkacem qui pouffait de rire en bon faire-valoir. Donc pour eux, pourquoi ce que nous disons, ce que nous faisons, ce pourquoi nous nous battons est fou? C'est parce que pour eux est fou tout ce qui brise la règle du jeu, de l'ordre qui a permis leur ascension. Mettre en cause l'échelle qui leur a permis de monter, c'est fou pour eux. Alors évidemment, dire qu'il faut sortir de l'OTAN, de l'euro et de l'Union européenne, qui est une trinité, et comme les trinités théologiques, elle est une unité, c'est-à-dire les uns vont avec les autres. J'ai écrit là-dessus en montrant comment les traités étaient tous imbriqués. Donc dire qu'on peut sortir de cela, c'est un signe de folie, car étant dans le libéralisme financier et dans le libre-échange, sortir de là est une folie, c'est pas possible. Dire qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, compte tenu des choix politiques qui sont faits, compte tenu de l'Europe telle qu'elle est, on devrait faire une politique comme celle du Front populaire ou du Conseil national de la résistance, c'est une véritable folie.
C'est un signe de dérangement mental. Affirmer que l'économie doit être animée par la puissance publique, qui est responsable, et que l'État doit être stratège et investisseur, ça, c'est une névrose passéiste, une maladie. Et protester contre une scission de la France en 3 mondes, qui est l'actuelle, les métropoles, ce qu'on appelle les périurbains, les gens qui font entre 60 et 150 km par jour pour aller et venir de leur emploi, et les ruraux, et dire c'est pas possible de laisser la France faire scission de cette façon, il faut un aménagement du territoire. Alors là, on vous dira quand même, vous avez une réelle propension au délire dirigiste. Donc, je voulais vous dire ça par rapport aux gens en place et conclure cet aspect des choses en disant que il n'y a pas d'alternative. Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. De Margaret Thatcher est devenue aujourd'hui de gauche. Voilà où nous en sommes. Alors derrière ça, il y a une chose plus importante, et je voudrais passer, avant de parler de l'espérance que constituent les BRICS, je voudrais passer un moment avec vous pour vous l'expliquer. Et signalez-moi au cours. Pour ça, je fais un peu exception, parce qu'il faut laisser l'entrain d'une présentation, mais sur ça, signalez-moi si vous ne comprenez pas. Parce que c'est très important de le comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Rien au monde où vous êtes. Dans ce qu'est le parti du mal, si j'ose dire. Alors, c'est la finance de l'ombre. Ce qu'on appelle en France poliment les plateformes alternatives et qu'en Angleterre, on appelle les dark pools, les piscines sombres. On a éteint les lumières et les requins dépouillent les autres poissons. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça s'est développé? Il y a eu en France l'application d'une directive européenne de novembre 2007 qui s'appelle la directive MIF, qui met en place des plateformes alternatives. Les MTF. Alors, ces plateformes alternatives sont appelées Multilateral Trade Facilities, les facilités d'échange multilatéraux. C'est des places qui, au nom de la concurrence, bien sûr, libre et non faussée, qu'on met en place en concurrence des bourses de valeurs traditionnelles. Et on dit, ça apportera de la liquidité. C'est le prétexte. Libre concurrence, apport de liquidité. Donc, on les met en place et elles font les échanges avec une technologie très innovante qui leur permet d'exécuter les ordres d'achat et de vente en quelques millisecondes ou maintenant quelques nanosecondes. C'est ce qu'on appelle le high frequency trading, le trading à haute fréquence. Alors, sur ça vient se greffer les paris sur les paris, ce qu'on appelle les produits financiers dérivés. Les produits financiers dérivés, vous pariez sur un prix futur. Mais vous pouvez parier aussi sur le pari sur ce prix futur. Pour bien comprendre, c'est comme si quelqu'un joue aux cartes, celui qui est derrière parie sur le résultat de la partie, mais il peut voir un peu de son jeu parce qu'il est initié, et il y a quelqu'un qui est derrière celui qui parie sur celui qui parie. Et parfois, ces paris sont beaucoup moins simples que ce que je vous dis, c'est à 3, 4, 5 ou 10 crans que se font ce type de paris. Alors, voilà ce marché où, de plus en plus, les échanges déterminants se font dans le monde. Ces plateformes rassemblent toutes les informations sur les carnets d'ordre d'achat ou de vente. Il y en a 3 grandes en Europe qui s'appellent ICE, ICE, Euronext, SHA et X, ils ont toujours des mots comiques, c'est-à-dire timide X, et BATS, qui veut dire chauve-souris. Donc il y a ICE, glace, timide et chauve-souris. Si on était chinois, on les appellerait comme ça. Donc c'est pas une plaisanterie, hein. C'est ICE, Euronext, SHA-X et BATS. Elles sont toutes à Londres, bien entendu. Et on peut jouer sur elles, sur quoi? Sur tout. Tout ce qui a un prix s'y joue. Alors au début,
ces plateformes étaient réservées, ou les informations de ces plateformes, les carnets d'ordre, étaient réservées à deux grands opérateurs de marché, les vieux traditionnels, JP Morgan, et le nouveau riche, Goldman Sachs. C'était les deux, qui bénéficiaient donc des informations d'initiés, leur permettant de savoir avant les autres ce contre quoi ils tenaient le marché. C'est-à-dire qu'ils l'empêchaient de baisser, évidemment en empochant à chaque fois un petit bénéfice par la hausse qu'ils déclenchaient, avec l'accord explicite des banques centrales, des États, qui elles-mêmes, je vous le rappelle, sont indépendantes par rapport aux États, les banques centrales, dans le monde. Donc ce système fonctionnait avec ces deux grandes banques et les banques centrales. Depuis, et ça je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques jours, ces plateformes ont été ouvertes à toutes les grandes mégabanques et aux sociétés d'assurance, aux 24. Et elles vendent leur carnet d'ordre à ces banques. Donc, ce gang des 24, avec quelques sociétés d'assurance en plus, peut savoir d'avance. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que pour que le système tienne, il faut plus de complices et il faut multiplier le nombre d'initiés. Ça risquait d'éclater avec JP Morgan et Goldman Sachs seuls. Alors, on joue à tout moment et surtout, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 90 à 95% des ordres n'existent pas réellement. Elles n'ont aucune existence. Elles sont passées que pour provoquer des variations sur le marché. Et je vous rappelle, c'est coté en continu. C'est-à-dire, si vous allez sur n'importe quel site, vous voyez le prix qui se déplace comme ça s'appelle l'intraday, au jour le jour. Donc, c'est passé que pour provoquer des variations, des achetés-vendus, on achète et on vend pratiquement en même temps, au jour le jour. Et on rafle au passage une petite différence qu'on se met dans la poche. D'où le nom de ces choses qui s'appellent contrats sur différence. Qui sont faits, les ordres sont passés, pour créer ce que les initiés entre eux appellent du spoofing. Alors, le spoofing, ça veut dire du bidon et des tromperies. Entre eux, ils le disent, ça ne gêne pas du tout. Alors, premier exemple, c'est la course aux anomalies. C'est-à-dire, il y a une différence de cotation entre deux plateformes repérées par un superordinateur et ses algorithmes. Il le repère. Donc, on achète sur une plateforme, on vend sur autre, en quelques millisecondes, et on attrape un petit bénéfice au passage. Ça, c'est un. L'autre, c'est la course au stop. Alors, vous savez que la plupart des actions évoluent dans un tuyau, à l'achat comme à la vente. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a signe de vente et un signe d'achat. Alors, quand on s'approche du signe de vente, le plus rapide, avec son algorithme, vend 50 ou 100 actions et provoque le déchaînement des ordres stop. C'est-à-dire qu'il y a une baisse beaucoup plus forte que ce à quoi a vendu le premier. Et une fois que ces ordres stop sont dégorgés, tout ça dure très peu de temps. Le premier rachète 500 ou 600 actions, parce qu'il y a un effet, après le dégorgement des autres, où ça remonte, et mettre dans la poche la différence entre où il a vendu et où il a racheté. Ça s'appelle un vendu-acheté. On vend avant d'avoir acheté. C'est possible. On peut le faire à l'inverse. On peut le faire aussi à la hausse. Donc, il y a une histoire, parce que celui qui rachète et empoche le gain en l'espèce, lorsque l'action remonte et qu'il n'y a plus de vendeur, le vendeur, au départ, c'était moi. Et l'acheteur, à l'arrivée, c'est moi. Tout ça en quelques secondes ou millisecondes. C'est comme ça que marche ce marché, par différence entre achat et vente. Alors, il y a deux choses à comprendre. Lorsqu'on vous dit qu'on ne peut pas agir contre nos banques et on ne peut pas organiser une réforme bancaire, qu'elles iraient toutes se délocaliser à Londres. C'est ce que disent les gens du PS, une Karine Berger ou un Louis Gallois. Vous disent ça. En réalité, ce serait d'abord une bonne nouvelle, parce qu'on serait débarrassé des spéculations. Mais surtout, c'est déjà fait. C'est-à-dire, par exemple, le New York Stock Exchange Euronext a déjà déménagé tous ses serveurs automatiques de la banlieue de Paris à celle de Londres. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouvent la plupart des tradings de haute fréquence en Europe, toutes les plateformes alternatives. Donc, pour augmenter la vitesse de traitement des ordres, ils rapprochent leur ordinateur le plus possible des ordinateurs des plateformes. C'est une véritable histoire de fou.
Alors, qui sont les clients de ces opérations? Évidemment, les gros institutionnels, les grandes banques et les sociétés d'assurance, qui se fournissent en liquidité pour parier où? Auprès des banques centrales. C'est pour ça que la Banque centrale européenne vient de faire passer son taux directeur, son taux d'intérêt, de 0,15 à 0,05%. C'est pour ça qu'elle reprend ce qu'on appelle les ABS, c'est-à-dire c'est les créances garanties par quelque chose de physique. Ça peut être des actions, des obligations, ça peut être du cuivre, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose de physique. Donc, en plus de livrer l'argent aux banques à ce taux très bas, la Banque centrale européenne leur prend ces créances douteuses et leur remet de l'argent en échange. C'est les fameux asset-backed securities. Il y en a, d'après les gens que je connais, et on dit que ces asset-backed securities devraient être propres, c'est-à-dire qu'on a la tendance qu'il y a une chance quand même que la caution, la garantie physique joue. Il devrait y avoir pour 500 milliards à peu près. La Banque centrale européenne a dit 1000 milliards. Ça veut dire qu'elle prendra, quoi qu'elle en dise, aussi les salles. Donc, vous voyez les deux moyens de soutenir les parieurs. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Avec tous les traders de la Société Générale ou de BNP Paribas sur ces marchés-là, qui sont déjà de fait à Londres. Auprès de là où les signes apparaissent. Alors, même à Londres, ça j'ai eu le rapport de quelqu'un qui a pu être opérateur sur ces sites, les ordinateurs sont non seulement rapprochés physiquement des plateformes, c'est-à-dire qu'à des prix insensés, on loue des hangars le plus proche possible des plateformes de jeux, mais pour accélérer encore les opérations, les fils de connexion entre ordinateurs ne sont plus le long des murs des pièces, mais traversent les murs en ligne droite pour arriver le plus vite possible. Parce que tout se joue à la nanoseconde, à la milliseconde. Et si vous êtes à Paris, vous êtes perdant par rapport à celui qui est à Londres. Quand on parle d'un casino devenu fou, voilà. Je crois qu'il est utile que vous soyez ça, parce que les raisonnements de grande généralité, on vous raconte les choses de manière abstraite, en disant que c'est une banque casino, que c'est dangereux. Si vous ne rentrez pas dans ces détails-là, vous ne pouvez pas voir l'immense escroquerie que ça représente. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est que dans ces différences, qu'est-ce que vous pensez que gagne quelqu'un qui touche la différence pour une opération? Il gagne 0,01% ou même moins par opération. Par exemple, vous connaissez une société, peut-être certains d'entre vous, qui s'appelle Alcatel. Elle était à un moment à 1,12. Donc, on ne jouait pas sur 1, on ne jouait pas sur 0,1, on ne jouait pas sur 0,02, on jouait à la troisième décimale, 1,125, et on jouait sur le 5. Ça vous montre combien le jeu devient une espèce de, je dirais, de casino, mais de casino qui descend dans le microcosme financier. Alors évidemment, vous dites 0,01, c'est pas beaucoup. Mais c'est des milliers, voire des millions d'opérations par jour, qui fait qu'à la fin, comme on est initié, on gagne à tout coup. Je peux vous dire, Apple, par exemple, c'est l'information qu'on m'a donnée, pour Apple, en un jour, il y a eu 200 millions de titres échangés quand ils ont sorti leur iPhone, le nouveau iPhone 6, hein, c'est bien ça. Quand ils ont sorti ça, 200 millions de titres échangés pour 20 milliards. Et presque aucune de ces opérations n'était pour de vrai, c'était du jeu. Sur les différentiels, alors ça a monté puis ça a rebaissé, Apple, et les initiés ont joué à la hausse puis à la baisse. Bien. Alors celui qui tient la caisse, les grandes banques, gagne à tout coup, avec la complicité des banques centrales qui leur ont avancé la monnaie. Alors, par exemple, Goldman Sachs fait savoir en privé qu'elle gagne 98 fois sur 100 quand elle joue. Et qu'elle a perdu qu'une seule fois, en réalité, au cours de ces dernières années, c'est quand il y a eu le fameux crack instantané à New York, parce que les algorithmes s'étaient pris les pieds dans leur fil. C'est une image. Et qui est banané? C'est l'expression qu'ils utilisent. Vous, moi, tous les particuliers sont bananés. C'est un système, vous êtes banané même si vous ne jouez pas.
parce qu'on vous appliquera plus de TVA, on vous appliquera plus, on vous donnera moins de services, et vous servez à alimenter la pompe monétaire et financière qui permet de transmettre l'argent aux joueurs. Alors la solution, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple. C'est rétablir le temps long de la réflexion, de la recherche et de l'investissement. Je ne sais pas si vous avez compris jusque-là. Si vous avez compris des choses que très peu de gens sont capables d'articuler. Parce que ceux qui savent utilisent entre eux un vocabulaire d'initié. Les initiés utilisent entre eux un vocabulaire d'initié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rétablir le temps long? Ça veut dire rétablir le pouvoir des États de battre monnaie. Rétablir le pouvoir régalien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de banque centrale, il y a des banques nationales avec des représentants des intérêts du pays, comme il y en avait encore dans les années 60. L'exemple patent de l'inverse, c'est Mario Draghi, qui le voilà à la tête de la Banque centrale européenne alors qu'il dirigeait Goldman Sachs Europe pendant très longtemps. Il était vice-président, il ne dirigeait pas, il était vice-président. Et qu'il a dirigé la Banque d'Italie en privatisant au bénéfice de ses copains et de ses coquins. Donc, vous avez une caricature de scandale. Ce n'est même pas un scandale habile. C'est une caricature de scandale. Donc, rétablir le pouvoir des États de battre monnaie. 2, la séparation bancaire. C'est-à-dire ce qui permet de mettre en faillite les faux monnayeurs et de réduire la taille, évidemment, des banques. Et on leur enlève la pompe à finance. Le Glass-Steagall, la réforme bancaire, la séparation bancaire, ça veut dire enlever la pompe à finance aux joueurs. Le troisième, que je pense, et il faut aussi évidemment annuler la directive qui permet de créer des plateformes alternatives, la fameuse directive MIF. Il faut un contrôle public et une régulation, en tout. C'est comme si on disait que les choses iraient mieux en banlieue si on enlevait toute la police, ce qu'on fait parfois d'ailleurs, et on voit bien que les trafiquants de drogue à ce moment-là prospèrent. La troisième chose, c'est qu'il faudrait un fixing. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fixing? C'est un cours par jour. Pas jouer tout le temps, pas que le cours varie tout le temps. Un cours par jour, les gens ne peuvent plus jouer. Il n'y a plus de high frequency trading. Ils peuvent essayer de manipuler les marchés toujours. Mais le jeu en continu n'est plus possible. Ce jeu en continu date de 85-86 et a prospéré à partir de 90. Ça n'apporte rien à l'économie, sinon sa destruction financière. Il faut l'arrêter. Et il faut, bien sûr, ce qui est le plus important, remplacer le crédit privé accordé aux spéculateurs par du crédit public productif accordé à l'économie. Vous voyez, ça, c'est les mesures. Je ne parle pas de l'économie physique. Je parle de la remise en ordre nécessaire pour qu'on repasse à une politique dans l'intérêt des ménages et des entreprises. Alors, qui a ce programme de correction? Quelqu'un dont on parle dans l'Odyssée? Personne. Le géant, personne. Personne n'a ce programme. Personne. Il y en a qui parlent de séparation bancaire par-ci, d'autres de fixing par-là, d'autres... Mais personne n'a ce programme. Et regardez, si vous n'avez pas ce programme, vous êtes condamné à servir le Moloch financier, qui est insatiable. C'est sa nature, il ne faut pas l'accuser de l'être par choix, c'est sa nature. Donc Montebourg, grotesque. Montebourg dit, il faudrait stimuler l'industrie. Mais comment? Au sein d'un système qui l'a détruit. Voilà Montebourg. L'opposition veut en faire encore plus dans ce domaine que la majorité actuelle, donc oublions-la. À part une faction de la droite populaire qui a quelques idées différentes. Les frondeurs socialistes, ils veulent donner plus aux ménages et, évidemment, démunis, plus donner aux ménages démunis dans un système qui est fait pour les voler. Il y a une certaine contradiction quand même dans les termes. Alors, il faut bien comprendre aussi une autre chose, c'est qu'il est stupide, même du point de vue de l'intérêt de carrière, de rester dans ce système, parce qu'il est à bout. Il a déjà pillé en Occident tout ce qu'il pouvait piller. Ça, j'ai vu des gens qui opèrent sur les marchés financiers qui m'ont dit actuellement, lui il dit, il est un peu pessimiste, il dit 0,1%. Moi je dis 0,5%. 0,5% des individus
possèdent à peu près 80-90% de l'argent du monde. Donc il n'y a plus à piller. Par rapport à leur intérêt, vous êtes un citron qui a été tellement pressé qu'il n'y a plus rien à presser. Donc il faut aller presser ailleurs. Et comme ce n'est pas un cancer, ce n'est plus un cancer, comme je disais en 1995. Maintenant, c'est un virus destructeur. Il cherche à s'étendre, il mute. Il cherche à s'étendre où? En Russie, en Chine, en Amérique du Sud. Prédateur et destructeur. Donc on ne peut pas survivre sans l'arrêter. Les conditions même de son survie exigent qu'il soit arrêté. D'où l'imbécilité absolue des politiques, généralement en France, qui sont des requins d'eau douce face à des monstres marins. D'où l'importance des BRICS, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. D'où l'importance des BRICS, d'où notre importance en tant que mouvement international qui a inspiré les BRICS, et des BRICS le reconnaissent, en particulier dans le pays probablement le plus avancé et le plus intelligent des BRICS, qui s'appelle la Chine. D'où votre importance en nous soutenant, pour nous permettre de poursuivre notre organisation politique national et international. Alors ce n'est pas pour faire grandir notre parti. Il n'est d'abord pas très grand, et ça ne serait pas du tout mon but. Le but, c'est de créer les conditions de bataille pour aller dans ce nouveau monde économique et pour qu'il y ait ce qu'on appelle un changement de paradigme, quand on veut utiliser des termes savants. C'est-à-dire, pas un système formellement opposé à l'actuel, mais un système d'une autre nature, différent, et qui ressemble davantage à ce qui voulait être fait en Europe à la libération. Alors on ne travaille pas pour notre organisation, on travaille pour essayer de faire quelque chose en faveur de l'avenir. Alors, c'est intéressant si vous regardez un certain nombre de choses, les contradictions du système. Sur la monnaie américaine, par exemple, qui est la monnaie de l'Empire anglo-américain, il faut que le dollar reste une monnaie qui fasse envie en tant que monnaie de réserve pour éviter la dédollarisation. Donc il faut que le dollar soit fort. Pour que les gens investissent en dollars et s'y réfugient. Mais il faut aussi que le dollar soit faible pour créer de l'inflation et ronger la dette publique qui serait ainsi remboursée par l'inflation. Donc il faut que, dans le système actuel, que le dollar dominant soit à la fois faible et fort. Une certaine contradiction. Plus, il y a toutes les escroqueries, et je vais vous en parler une, qui sont les nouveaux subprimes, qui est l'affaire du gaz et du pétrole de schiste, pour lequel M. Montebourg, je vous rappelle, était un chaud partisan. Alors, le gaz et le pétrole de schiste, on dit « Oh, les États-Unis vont devenir nouveaux Émirats, ça va devenir nouvelle Arabie Saoudite, les Émirats du gaz, du pétrole de schiste. » Il y a quelqu'un qui est un peu moins idiot que les autres, qui a des moustaches, qui est le dirigeant de Total, qui a annulé toutes les opérations de Total dans le gaz de schiste et les schistes bitumineux du Canada. Par quoi? Parce qu'il faut renouveler les forages tout le temps. Ça s'épuise très vite. Un puits ne crache plus que 5 à 20% de son débit initial 3 ans après sa mise en production. Pour le gaz. Et pour le pétrole, 10 à 19% en 2 ans. Donc, comme on a produit beaucoup, le prix a baissé et le prix de vente est tout à fait inférieur au coût même de fonctionnement. Et les 3 plus gros acheteurs de gaz de schiste ont besoin de 42 milliards d'investissements par an pour compenser le déclin de leurs puits, et la valeur du marché de tout le gaz de schiste produit en 2012 et 2013 est de 32 milliards. Donc ça dit tout. Ça repose, comme les subprimes, sur un espèce de jeu dans lequel même la banque Barclays accuse les traders de Wall Street d'avoir gonflé la thématique relative au gaz de schiste pour créer des produits structurés à haut risque qui servent à financer les forages. Et en pleine folie. Et ces prêts sont adossés, évidemment, à des réserves qui n'existent pas. Mais tout est comme ça. Je cite cet exemple parce qu'il est particulièrement choquant et que vous avez entendu parler de ça. Alors, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que El Gazep Larouche a passé 15 jours en Chine et qu'elle a été reçue par les Chinois
de haut niveau, qu'elle a participé à 2 conférences, une à Lanzhou, dans le nord-ouest de la Chine, qui est la région où il y a des accords avec la Russie en particulier, et l'autre à Pékin. Elle a pu donner 2 interviews majeures et plusieurs autres. Alors, le premier point qu'elle a souligné là-bas, c'est que les fonds vautours n'en veulent pas seulement à l'Argentine, mais aussi à des États européens, après avoir été pillés la République démocratique du Congo. Ils ont complètement pillé la République démocratique du Congo, les fonds vautours. Ils ont payé à 100% des choses que les autres ne pouvaient pas rembourser. Probablement les banques centrales ont avancé de l'argent, la Banque République démocratique du Congo puisse payer les fonds vautours. C'est ce qui est arrivé probablement. Et la deuxième chose qu'elle a dit, c'est qu'il faut absolument faire ce que veulent les BRICS, mais pas comme géopolitique. Tous les gens tendent aujourd'hui à penser en géopolitique. Hein. C'est géographique, c'est les BRICS, ils sont là, voilà, c'est une tâche sur la carte. Voilà, c'est comme ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une partie. C'est l'Europe et la Chine. C'est une partie des choses. Bon. Ce qu'elle a dit, c'est que l'Europe et les États-Unis devaient nécessairement participer à cette histoire. Mais ça voulait dire que les États-Unis se redécouvrent comme république, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui, et cessent d'être un empire fidèle à l'histoire britannique. Et il y a une grande bataille aux États-Unis qui va être, elle aussi, déterminante pour le monde, mais par rapport à ce que font les BRICS. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la conférence où il était à Pékin, organisée par la commission de réforme du développement national, qui est la commission du plan auprès de Xi Jinping, directement, il passe par-dessus le parti dans ces affaires-là, c'est le professeur Bao Zixiu, qui était l'ancien traducteur de Jiang Zemin, qui a inauguré la conférence. Et il dit, voilà, nous avons parmi nous Madame Zepp-Larouche, qui a été la première à parler de la nouvelle route de la soie. Et maintenant, c'est notre politique à nous autres Chinois. Elle était avec nous dans les années 90, en 1996, et elle nous en a parlé. Et nous pensons que ça a été un moment très important par rapport à des interlocuteurs que nous cherchons ailleurs qu'en Asie et qu'en Amérique du Sud. Alors, de ce point de vue, c'est très intéressant de voir ce que Modi, le nouveau Premier ministre indien, a dit sur les BRICS. Il a dit « On unifie ainsi un groupe de nations, pas sur la base de leur prospérité soi-disant existante, mais pour leur futur potentiel. L'idée des BRICS en elle-même est ainsi alignée sur le futur, on pense en termes du futur. Nous avons une opportunité de définir, une occasion de définir le futur, pas seulement pour nos pays, mais pour le monde entier. » Donc ça correspond très bien à ce qu'on a dit et aux discussions qu'on a pu avoir avec les Chinois. Alors il faut bien voir, ça peut-être certains d'entre vous le savent, que les Chinois ont lancé 3 institutions majeures, une banque asiatique d'investissement infrastructurel, commençant par 50 et vont passer vite à 100 milliards de dollars, une nouvelle banque de développement avec 100 milliards qui a été, ils ont annoncé à Fortaleza au Brésil le 14 et le 15 juillet à la réunion des BRICS et de leurs invités, et peut-être plus important encore, un fonds de garantie de devises pour assurer des échanges hors dollars en renminbi ou avec d'autres monnaies nationales, la monnaie chinoise ou d'autres monnaies nationales, et pour se défendre contre les spéculations sur ces monnaies. C'est la première fois qu'un pays fait ça depuis la guerre par rapport à l'ordre du FMI et de la Banque mondiale. Pas pour lui-même, d'autres l'ont fait pour eux-mêmes, mais en l'étendant à une échelle internationale. Et la Chine est en train d'acheter doucement, sans trop l'affirmer, sans trop le dire, de l'or sur les marchés financiers, transformant ses réserves en bons du trésor en or. Alors, l'autre aspect intéressant qui confirme bien ça, c'est que elle a dit, voilà, les Chinois ont dit aux Russes, voilà, on essaye de vous couper
du système qu'on connaît sous le nom de SWIFT, S-W-I-F-T, qui veut dire le système d'assurance des télécommunications à l'échelle du monde. Si on est coupé du SWIFT, on ne peut plus faire d'affaires. Hein. Donc, c'est la menace de sanctions contre la Russie. Les Chinois ont dit, vous en faites pas, nous autres, on vous accueille et on est prêt à créer avec vous un accord d'un système non-dollar dans lequel les paiements interbancaires russes pourront être connectés au système chinois qui est l'alternative au SWIFT déjà existant. Les Russes n'en ont pas, hein, mais les Chinois, oui. Nous avons discuté des éléments qui encadreront la coopération dans l'investissement, l'élargissement du commerce en roubles et en yuan, la coopération dans le domaine bancaire, la possibilité d'ouvrir des comptes d'entreprises russes dans des banques chinoises et la possibilité de prêts importants en yuan. Ça, c'est Chouvalov, le ministre russe, sous-ministre russe d'économie. Alors, ils ont discuté énormément de projets. Le plus important de tous ces projets, c'est le fameux projet de gaz dont on a tant parlé, passé par Igor Sechin, qui est probablement l'homme politique, un des plus proches, l'homme, je ne sais pas ce qu'il est, c'est un ancien Sinovniki, donc c'est un ancien des services, Igor Sechin, qui a passé cet accord pour Rosneft et aussi Gazprom avec les Chinois. C'est un contrat gazier de 400 milliards sur 30 ans, entre la Russie et la Chine. C'est discuté depuis 10 ans, hein. Et là, ça passe, dans les circonstances de ce que vous voyez qui se passe aujourd'hui en Europe. Il y a aussi un grand accord qui s'est fait pour à peu près 11 milliards d'euros apportés par les Chinois et 20 par les Russes pour faire un grand chemin de fer de Kazan à Moscou. Kazan, donc, c'est à l'ouest, je pense, de Moscou, pour transport à grande vitesse. Hein. Ça réduira le voyage entre cette ville qui est sur la Volga et Moscou de 14 heures à 3 heures. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire, on ne voit pas du tout en Occident, et on parle encore moins de la proposition chinoise, on dit ouais, c'est de la foutaise, c'est pharaonique, c'est rien du tout, de construire une ligne Chine-Russie-Canada-Amérique de chemin de fer, 13 000 km à travers la Sibérie, passer sous un tunnel dans le détroit de Bering et arriver du côté américain. C'est un projet énorme, hein. Mais il y a des Américains qui en ont discuté dans le passé. Tous les plans pour un tunnel dans le détroit de Bering sont là. Et après tout, si on en a fait un ici, un Eurotunnel, on peut le faire là-bas. Donc, il y a tout ce projet-là. Vous voyez, ces ensembles de projets. Alors, il y a les projets avec l'Amérique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères russe a dit qu'il y avait un grand espoir dans les pays d'Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, en Argentine, à Cuba, au Chili, à Pérou et au Venezuela. Rappelez-vous que Poutine, quand il est allé à la mi-juillet en Amérique du Sud, avec les BRICS, il est allé au Brésil, en Argentine et à Cuba. Donc, il y a tout ce projet-là sur l'énergie, le transport, la défense, l'aérospatiale, les industries lourdes, etc. Plus le projet d'un grand canal au Nicaragua. Alors, tout le monde en parle depuis longtemps de ce projet, mais là, HKND, qui est l'entreprise parapluie chinoise, qui est privée, hein, qui organise les choses avec des entreprises publiques, c'est elle qui était chargée de l'étude de facilité et du projet des Trois Gorges. Donc c'est pas n'importe qui. Alors les Cubains, dans un article de publication cubaine qui s'appelle La jeunesse rebelle, ont soutenu ça en disant avec le canal du Nicaragua et l'élargissement du canal de Panama en cours, on aura un changement radical dans la structure économique du bassin des Caraïbes et ça sera un système de transport par terre et par mer avec en plus des zones de développement, y compris à Cuba, au Venezuela, au Brésil et ailleurs dans toute l'Amérique centrale. Il y a un grand terminal multifonction qui est préparé à Santiago de Cuba. En plus, il y a eu les réunions entre Poutine et Zuma, le dirigeant sud-africain, pour toute une série de projets pour l'Afrique du Sud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des projets aussi
avec l'Argentine, et l'Argentine est grand fournisseur de soja à la Chine, mais il y a la possibilité entre Poutine et Zuma de créer un cartel du platine. Et le platine, vous savez, si on n'en a pas, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, ni dans l'ordre militaire, ni pour aller dans l'espace. Alors actuellement, il se tient là, aujourd'hui, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Dushanbe, au Tadjikistan, avec la Russie, la Chine et les Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, plus les invités Pakistan, Inde et Iran. Donc ça fait la moitié du monde, hein, en population, à peu près. Donc il se tient cette réunion et il s'en prépare une autre l'année prochaine qui sera en 2015 à Oufa, en Russie, 9 et 10 juillet 2015, avec ensemble les pays des BRICS et les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, c'est quelque chose de très important qui se passe, et malheureusement, vous n'avez pas pu voir ce que je voulais vous montrer, parce qu'on ne peut pas le voir d'ici, mais c'est le film de Youssef Chahine, Les gens du Nil, qui est sur la construction du barrage d'Assouan, où l'eau arrive et on voit tout le monde, Assouan c'est pas loin, Assouan c'est mauvais, Assouan ça a dévié les choses. Bon, vous voyez les femmes en train de porter l'eau sur la tête, vous voyez après les femmes qui peuvent trouver de l'eau comme elles veulent, vous voyez vraiment qu'il y a eu peut-être des problèmes, mais quand même on a résolu un important en amenant de l'hydroélectricité et en amenant l'eau aux gens qui en avaient besoin. Bon. Alors il y a tout cet aspect nassérien du projet. Aujourd'hui, l'Égypte se lance dans un nouveau canal de Suez. Ils reprennent le projet agricole de Toshka pour être pas autosuffisant, mais avoir davantage de production intérieure, et la centrale nucléaire de Daba. Donc, ce qu'ont dit les dirigeants égyptiens, c'est une bataille pour notre existence contre la politique de guerre perpétuelle à laquelle nous avons été soumis, celle de l'Empire britannique. C'est dit en toutes lettres. Alors, ils creusent ce nouveau canal de Suez, 35 km de canal totalement nouveau et élargissement des 37 km du canal existant. 76 000 km² en zone d'activité, avec tout un réseau de tunnels et un réseau ferroviaire. Alors, ils espèrent que le trafic du canal sera doublé, fonction du développement des pays des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Outre le creusement d'un nouveau canal, l'Égypte va le border de vastes zones industrielles. La Russie, entre autres, s'en occupera. Ces zones abriteront des chantiers navals et des usines de construction de conteneurs et d'assemblage de voitures. Alors, la référence à Nasser est explicite, puisque Nasser a annoncé le 26 juillet 1956 son intention de créer un bloc national inséparable autour de Suez. Et Al-Sisi a dit « Nous voulons que tous les Égyptiens détiennent une participation dans ce canal et des actions sur le projet, que ce ne soit pas quelque chose aux mains des étrangers. » Alors la Chine investit aussi en Argentine, au Mexique, un port en eau profonde à Nayarit, des lignes de chemin de fer. En Roumanie, c'est le chinois CGN qui a gagné la construction des 2 centrales nucléaires. GDF Suez, RWE, Iberdrola et tout ça ont dû se retirer. Et en Iran, l'Iran veut participer à cette nouvelle route de la soie et a construit au Tadjikistan une immense centrale hydraulique. Donc, vous voyez, je vais vous donner un sens de tout ce qui se passe et ce qui représenterait, avec une participation française, comme une espérance. En lieu de ça, on a l'Ukraine. Et l'Ukraine, même le Nouvel Observateur, a aujourd'hui 3 pages, qui pourtant, avec Libération et Le Monde, étaient parmi les plus va-t-en-guerre, disant la brigade Azov de Poroshenko, elle est composée des gens de Pravi Sector et tous les nazis, les néo-nazis du régime ukrainien. Donc là, l'aveu est là. Parce que nous parlons depuis si longtemps, on disait non, c'est pas vrai, ils sont des militants pour l'Europe. Non, ils disent, mais au début, ils étaient pour l'Europe, mais après, ça dégénérait. Voilà ce qui est dit. Donc, évidemment, on se moque du monde. Et la solution, elle est simple pour l'Ukraine. Les Russes ne peuvent pas apporter une solution, les Européens non plus. Il n'y a qu'une entente pour le développement mutuel qui peut le faire. Et comme m'ont dit les généraux français, de toute façon, la Russie ne peut pas être un adversaire. Dans une guerre continentale en Europe, ils nous foutraient la pâtée. Et s'il y avait une guerre nucléaire, ça ne serait pas beau pour personne. Donc,
les Américains sont bien contents qu'on se batte pour leurs intérêts, et même pas les Américains, c'est pas l'Amérique en tant que pays, c'est les grandes banques, les institutions financières qui espèrent s'étendre à l'Est et jouer sur les oligarques ukrainiens et russes avec des complicités. Donc on en est là. Poutine a réagi intelligemment pour l'instant en jouant un jeu qui évite de tomber dans les provocations tout en manifestant sa défense. C'est terrible à dire, mais le seul journal qui a une analyse à peu près exacte, ou quelques articles d'analyse à peu près exacte, aujourd'hui en France, s'appelle Le Figaro, dont je, pour ma part, jamais été un lecteur, mais je suis en train de le devenir parce que il y a des choses relativement intéressantes, moins intéressantes que ce que nous écrivons. Mais quand même, il y a des choses là-dedans. Donc c'est très simple. Il faut que les Ukrainiens, que les Russes s'engagent à fournir du gaz dans des contrats à long terme avec l'Ukraine. Hein. On a tous ces paris sur l'énergie, c'est une folie. Il faut des contrats à long terme. Il faut qu'ils assurent aux Ukrainiens ça. Les Ukrainiens doivent reconnaître que la Crimée, elle est du côté russe, il y a une majorité russe qui le veut. Et ils doivent aussi garantir qu'ils ne se joindront jamais à l'OTAN, ça Poroshenko l'a dit, mais que leurs relations avec l'Union européenne resteront... D'ailleurs, si elles étaient étendues, ça ne serait pas bon pour l'Union européenne, parce qu'il y aurait la concurrence dans le système actuel de la production agricole de l'Ukraine. Et là, on serait mal, parce qu'avec le Tchernosium, il y a déjà des entreprises américaines ou européennes, me demandez à M. Beck-Beder de vous faire un dessin, qui se sont installées là-bas et qui veulent exporter contre nos propres intérêts agricoles. Donc, cette optique de coopération, de détente, d'entente, de coopération, c'est la seule porte de sortie. C'est la seule porte de sortie qui y est. Et il y a une autre chose intéressante qui est en train de se passer. Du côté des gens qu'un vent trop fort venu de Londres a soulevé les jupes et qui n'aiment pas ça. C'est l'indépendance écossaise. Alors, en elle-même, ce n'est pas très, très intéressant. Ils restent avec la reine d'Angleterre, ils ne savent pas exactement sur quoi ils veulent être indépendants, mais le choc est énorme. Alors, il ne faut pas voir la chose en elle-même, comme toujours. Il faut voir la dynamique. Et la dynamique, c'est quand même, on peut dire oui, mais c'est Cameron qui veut se débarrasser de 40 députés travaillistes, parce que les députés écossais sont travaillistes, comme ça il aura toujours la majorité, mais ça lui sera pris par l'autre, là, le buveur de bière, Nigel Farage. Donc, la chose est en train de changer, et ça crée un choc parce que, vous savez ce qu'a dit la reine d'Angleterre, ça a été le plus drôle, je ne prendrai pas parti, parce que dans les deux cas, je resterai reine des deux côtés. Donc, mais ce qu'il faut bien voir, c'est le choc. C'est-à-dire qu'il y a un choc émotionnel qui va être fort, et ça confirme que les pays qui veulent éviter cette désagrégation, regardez du côté du Pays Basque ou de la Catalogne, devront faire quelque chose pour assurer leur unité nationale. Qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc voilà pourquoi c'est important cette histoire. Alors, l'autre affaire importante, c'est ce que Larouche dit aux États-Unis. Il dit, évidemment on est mal, on est très mal aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, ça c'est pas connu en France, mais il y a à peu près une main-d'œuvre active potentielle, enfin ceux qui seraient en état et en âge de travailler, de 150 millions de personnes. Sur celle-là, il y a à peu près 60 millions qui ne sont pas employés. Soit ils sont dans des petits trucs, soit ils ne sont pas employés. Et 20 millions qui sont à temps partiel, imposés, hein, pas voulus. Donc il y a 80 millions, plus de la moitié de la force de travail qui est sous-employée ou non employée. Et un Américain sur 6 doit avoir recours à l'aide alimentaire. Voilà la situation des États-Unis aujourd'hui. Alors évidemment, les pays auxquels on fait voir et briller ces feux-là devraient le savoir. 92,3 millions d'Américains qui sont en âge de travailler se trouvent en dehors ou aux marges de la force de travail. Donc Obama n'est pas populaire. Il est un peu plus populaire que François Hollande, mais il est aussi peu populaire, ou pas davantage populaire, que Manuel Valls, qui est à 32.
Donc, ce que dit Larouche, c'est que Bill Clinton devrait réapparaître. Alors, un militaire français, oui, mais à condition qu'il divorce avant. Bon, Bill Clinton devrait réapparaître pour pas être président, mais créer les conditions d'une nouvelle présidence. Il n'aime pas le système britannique, il en a lui-même souffert, il sait très bien pourquoi. S'il prend un peu de courage, il peut être utile. Et j'ai pas le choix. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Rand Paul est un brave type, mais enfin, il est contre l'État dans toutes ses expressions. Il dit parfois des choses très justes sur la politique américaine, mais pas assez. Donc, on en est là. Ça donne une image du monde. Alors, la France. Bah, la France devrait être indépendante. Parce qu'elle n'est pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été très utile quand elle a été indépendante. Discours Phnom Penh, 1966, expliquant que l'Amérique se trouvait dans une impasse sanglante au Vietnam. Discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, février 2003, qui conjurait les États-Unis de ne pas faire la guerre en Irak, de ne pas envahir l'Irak. Et les discours nombreux de Gaulle sur le conflit israélo-palestinien pour trouver un développement mutuel. Quand la France est indépendante, elle a son mot à dire. Et elle doit parler haut et fort, même à ses amis, car l'Amérique est une amie, mais quand elle se trompe, il faut parler haut et fort, et même insolemment, et dire qu'elle est dirigée aujourd'hui par quelqu'un qui est aussi clown que son prédécesseur. Il ne faut pas craindre de le dire. Alors l'utilité de la France aussi, sur la base de principes, pour ses alliés. On l'oublie, mais sur la base de principes, De Gaulle, au moment de la crise des missiles de Cuba, était le premier à venir soutenir Kennedy. Et il a permis à Kennedy de s'imposer contre ses propres va-t-en-guerre. Ça, on l'a oublié complètement. Aujourd'hui, si Hollande intervenait, je crois que une souris qui aurait rongé un bout du fromage des invités de la Maison-Blanche aurait peut-être une influence égale. Hélas, parce que c'est terrible à dire, ce sur quoi on a laissé se produire. Alors, aussi au moment des attentats du 11 septembre, la France aussi a proposé son aide. Donc il faut absolument une France qui soit, disons, alliée avec le peuple américain, mais pas avec les régimes qui trahissent l'Amérique, comme l'actuel, mais non alignée par rapport aux intérêts du monde. Et ça, on avait conquis sous le gaullisme, et ça a duré un peu sous Mitterrand, mais plus du tout après. On avait conquis, un peu sous Chirac, mais après Sarkozy et Hollande, ça a été la fin. On avait conquis quand même une image de pays indépendant qui était prêt à prendre des positions conformes aux intérêts nationaux, en même temps que se battre pour un système économique qui assure un développement. Ça, on l'a perdu complètement. Donc il faut le retrouver. Et c'est d'autant plus nécessaire que c'est un moment où le système de la City et de Wall Street font que les gouvernements britanniques et américains se comportent comme la réincarnation de l'Empire britannique. Alors, dans ces circonstances, c'est d'autant plus intéressant et important que la France parle, parce qu'il y a cette incapacité occidentale dont je vous parlais du dialogue. Et si la France parlait, elle aurait vraiment quelque chose ouverte devant elle qui pourrait être extrêmement important, surtout si la France et l'Allemagne comprenaient ce qu'elles pouvaient faire ensemble. Alors, ça nous pose la question de notre engagement ici. Parce que si vous voyez tout ce que je vous ai dit, et que vous ne voyez pas comme une peinture extérieure, mais quelque chose de vivant et de nécessaire, ça suppose de vous engager et de former en petit ce que la société devrait être en grand, ce que la patrie devrait être en grand. Former une sorte de chorale de l'avenir. Et pour être évidemment en état de contribuer davantage à l'alliance de patrie pour le progrès et le futur de l'humanité qui devrait se constituer dans le monde. On avait la carte qui devrait aller au-delà de ce fameux pont terrestre asiatique, avec ses couloirs de développement, qui est l'idée d'un développement à l'échelle mondiale, auquel on est parvenu aujourd'hui, et où l'Europe ne devrait pas être
le petit bout, comme disait Valérie, du grand continent, mais un facteur qui garde ses capacités intellectuelles et ses capacités de formation et de qualité de sa main-d'œuvre. Alors on devrait être entre nous un embryon exemplaire de ça, avec nos permanents, nos militants, nos contacts et nos responsables. Et une référence de projets et de programmes de gens qui prennent leurs responsabilités vis-à-vis du futur et de gens qui peuvent influencer ceux qui sont en place pour qu'ils se réveillent. Disait Jaurès, c'est l'héroïsme de la pensée, c'est l'audace de l'intelligence combative et du travail créateur qui constitue le courage par excellence. Donc, avec ce courage-là, que je vous demande d'avoir, les énergies, on pourrait relier les énergies qui se manifestent dans le monde aux énergies qui en France sont latentes et qui pourront s'exprimer. Alors, quelles sont ces énergies latentes chez nous? C'est la qualité de ce que nous formons. Encore, on est en train de perdre peu à peu, parce qu'on perd la qualification à l'école et on perd la qualification par les Français et les Françaises qui partent à l'étranger. Donc, il faut redonner à cette qualité de travail et de formation la place qu'elle mérite, leur redonner leur place dans notre pays. Ne pas mettre à la proue les banquiers et les assureurs et dans le fauteuil derrière les politiques, mais mettre à la proue ceux qui travaillent pour le futur, les mettre à la proue dans le cockpit et à la tête de la fusée. Ça, c'est notre travail, et ce que nous voulons faire, et vous faire partie de cet équipage qui permettra que ça se fasse. Le crédit public, comme j'en ai parlé au départ, voué à la recherche, aux découvertes et aux technologies les plus avancées. Pour parvenir à quoi? À accroître la densité de flux d'énergie, c'est-à-dire à des technologies qui permettent de produire davantage par être humain employé, par unité de surface et par gramme de matière apportée. C'est-à-dire, vous faites plus en un sens avec moins, parce que vous avez la qualité mentale qui vous permet de le faire. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour la fusion thermonucléaire contrôlée. Et on y a une part en France dans cette recherche, mais il faut l'accroître et l'accroître en relation avec les pays qui, par ailleurs, y travaillent. Et vous savez que la Chine a un plan pour recueillir à terme, ça prendra plus de 10 ans, bien sûr, et probablement davantage, l'hélium 3 qui se trouve sur la Lune. Il n'y en a pas sur Terre, mais il y en a sur la Lune, beaucoup plus. Et d'en faire la base pour une réaction de fusion thermonucléaire qui permet de produire de l'énergie, et pas seulement de l'énergie de manière plus, je dirais, plus productive, mais de l'énergie directement couplée, sans passer par le chauffage, sans passer par tout ce qui est dans une thermodynamique, mais directement en branchant cette production d'énergie sur la production d'électricité. C'est-à-dire qu'on sort du règne de la vapeur et on passe au règne de l'énergie directe, ce que j'ai expliqué dans une de mes interventions. Alors, évidemment, l'exemple que donnent nos amis américains, c'est que si on prenait du charbon et de l'hélium 3 dans la fusion, pour produire la même énergie, il faudrait un train de charbon, si c'était le charbon, allant de la Californie à la frontière canadienne, alors qu'avec de l'hélium 3, ça tiendrait dans un camion. C'est ça, la densité de flux d'énergie. Alors, il faudrait que cette fusion thermonucléaire contrôlée soit liée à quelque chose, des avancées dans la robotique, les nanotechnologies, les biotechnologies et le numérique. Mais pas ça comme les choses en soi. Ça doit former un tout. Et c'est une approche physique où on maîtrise des principes, on améliore notre connaissance et notre puissance transformatrice. Et on crée de cette façon, les gens disent « oui, on va perdre un emploi ». C'est vrai, il y aura beaucoup d'emplois perdus. Mais il y en aura beaucoup de gagnés si on crée une société de chercheurs, où il y aura un travail inédit, un travail créateur qui exige la qualification des travailleurs et leur sens des responsabilités. Et c'est un travail qui doit être toujours relié au sens d'une transformation pour améliorer l'univers.
en appliquant mieux ses lois. Et cette transformation, qui est vivante chez les BRICS, et qu'on a perdue en Occident. Et c'est ce sens de la transformation liée à l'amélioration collective du sort commun qui permet d'accroître la densité de population, quantitativement, mais surtout qualitativement, c'est-à-dire la qualité de compréhension de l'univers dans lequel on vit et la manière dont on y intervient. Et ça, c'est la transformation créatrice. Mais si on perd ce sens, on dégénère. Et on perd peu à peu, parce qu'on ne fait pas ce travail pour autrui, on ne fait pas ce travail pour l'avenir, on perd peu à peu notre sens moral et on devient des idiots, des désespérés, des joueurs ou des cyniques. Et c'est bien ce qui est en train d'arriver à une partie de la société qui, à terme, deviendrait bête au point de s'entretuer. Donc voilà, vous me direz, vous avez peut-être raison, mais les gens ne peuvent pas vous comprendre. C'est trop compliqué. On entend ça. On entend, c'est trop tard. Ceux qui dominent le monde sont trop forts. Donc, je vais m'adresser à ceux qui disent cela, sans doute pas à vous, qui ne devez pas le penser, et qui allez prouver que vous ne le pensez pas en nous soutenant de façon que le ferait un BRICS, c'est-à-dire plus énergique. Et ces gens-là me diront, mais qui êtes-vous pour dire cela ? Et moi, je leur dirai, quelle idée vous faites des autres et de vous-même ? Quelle idée vous faites de l'univers ? Quelle reconnaissance avez-vous envers ceux qui, dans le passé, ont agi en sorte que nous puissions être ici ce soir ? En posant ces questions. Hein, on ne peut pas. Ah, c'est trop compliqué. Ah, les ennemis sont trop forts. Et si vous allez de l'avant, vous savez que c'est la seule chance de préserver en vous-même cette part d'humanité. Parce que si vous allez de l'avant, vous ne pensez plus être soumis. Et vous pouvez être un esclave qui sort de sa cage. Parce que la cage, elle est mentale. Ce que je disais, à une occupation de la France, comme dans les années 40, seulement elle n'est pas militaire, elle n'est pas directe, elle est indirecte et mentale. Et on rend les gens, disons, paralysés dans leur capacité créatrice. Ils peuvent opérer, comme on opère dans un jeu vidéo ou dans une société d'informatique, ils peuvent opérer très bien, mais ils ne peuvent pas créer en trouvant dans leur esprit un principe qui bouleverse ce à quoi on croyait jusque-là. Ils ne peuvent pas se remettre en cause. Et c'est ça qui est important. C'est de penser que si on est déterminé à penser et agir de cette façon, on peut comprendre pourquoi les Chinois vont chercher l'hélium 3 sur la Lune. Pas parce que l'hélium 3 est une chose extraordinaire, miraculeuse, qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. C'est parce que l'homme est quelqu'un d'extraordinaire qui peut maîtriser et comprendre l'hélium 3 et en faire quelque chose de bon pour les autres. Alors vous comprendrez que ce qui arrive, et je vais arriver là parce que les gens diront c'est trop abstrait, vous ne voyez pas ce qu'on souffre tous les jours, dans la vie de chaque jour. Moi, je vais vous dire, toutes ces conséquences quotidiennes. Alors, elles sont immédiates. Hein. Elles sont immédiates, ça s'appelle les dents, les yeux et les oreilles. On est dans un pays où un tiers des Français ne peuvent plus se soigner. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit par négligence vis-à-vis d'eux-mêmes. Et on voit ça parfois dans notre propre organisation. Les gens n'ont plus l'estime d'eux-mêmes dans ce système que je viens de décrire, dans lequel nous vivons. Par exemple, dans la santé publique, on a fermé Osiris, qui est le petit réacteur qui fournit des isotopes nécessaires pour diagnostiquer le cancer. C'est très grave, c'est passé comme ça. Alors, on dit, rassurez-vous, au Canada, on fait pareil. Mais on n'aura plus d'isotopes pour diagnostiquer le cancer, ni au Canada, ni en France. Qui en aura, les Cubains ? Peut-être. L'école. Les enfants sont livrés à la violence, hein. Et dans un tiers au moins des écoles, les enseignants pensent en termes de maintien de l'ordre et plus d'éveil des capacités créatrices. Les facs se replient sur elles-mêmes et ferment leurs portes faute de ressources. L'armée, qu'on veut impliquer en même temps dans 3 guerres. La Centrafrique, 4, la Centrafrique, le Mali, la Libye, maintenant bientôt, Drian dit, voilà en Libye. Et
contre l'Émirat islamique. Moyennant 4 guerres. Alors que l'armée de terre est en déshérence, l'armée suisse a 21 bataillons d'infanterie, nous en avons 20. Quand même quelque chose de frappant. Vous dites que vous êtes contre l'armée, il faudrait en avoir pas du tout. Mais si vous n'avez pas du tout, vous vous êtes intégré dans l'OTAN. Ce sera la sanction. Donc des municipalités livrées par la loi au poids des emprunts toxiques. Et il y a aussi tous dont l'accès est de plus en plus difficile. Par exemple, un CDI. Aujourd'hui, à 90% des contrats de travail sont des CDD ou des intérims. Le Pôle emploi, trop de dossiers, pas le temps de s'occuper des gens. Les juges d'instruction, trop de dossiers, pas le temps de s'occuper des gens. L'aide juridictionnelle, pour les gens qui ne sont pas assez aisés pour se payer un avocat, réduite. La médecine du travail, en déconfiture. L'inspection du travail, il faudrait doubler le nombre pour qu'elle soit sérieuse. Alors voilà des choses précises. Voilà les conséquences, mais ce sont que les reflets sur le mur de la caverne. Ce qui les produit, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Et les gens ne veulent pas voir le contact entre les deux, parce que leur esprit fonctionne comme des machines et segmente. Poup, il y a un domaine, un autre domaine, un autre domaine, un autre domaine. Vous voyez, l'homme politique dans lequel vous parlez, c'est pareil. Où est la ligne? Où est le code? Sur quel bouton il faut appuyer? C'est à peu près ça qu'on entend. Donc, regardez, la politique de l'offre contre la politique de la demande. C'est le grand débat en France. Il faut donner plus aux entreprises ou plus aux ménages? Au moment où plus de 65 000 entreprises ont mis la clé sous la porte, en particulier les PME, et le pouvoir d'achat des ménages baisse. Et le nombre de pauvres augmente dans la population. Le chiffre réel en France est 15%. Qui soient ni les dents, ni les oreilles, ni les yeux. Donc donner un peu plus aux ménages en enlevant aux entreprises? Ou enlever aux entreprises pour donner un peu plus aux ménages, ou réciproquement? C'est complètement fou. Il faut reproduire les conditions qu'on peut voir dans la dynamique des BRICS, qui sont pas les conséquences sociales d'une soumission financière, mais d'une tentative de créer les conditions dans lesquelles les pays puissent, comme un tout, avancer. Alors, tant bien que mal, avec des problèmes. Je veux bien croire, la Chine n'est pas parfaite, la Russie peut-être encore moins, mais ces pays avancent. Mais on doit s'identifier avec ce qui avance là-bas, et pas nécessairement provoquer ce qui recule, qui est notre politique. Donc, dans ces conditions, vous voyez, il y a un présent qu'on a essayé de mettre dans la tête des gens continuellement, une sorte de présentisme, où les gens sont dans un présent éternel. Quand on joue dans un jeu vidéo, ou quand on est en train de jouer dans un casino, vous êtes dans ce présent. Et cette attitude d'être, disons, bloqué dans le présent devient peu à peu suicidaire. Parce qu'on vous fait les poches pendant que vous jouez, bien sûr. Et il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Sarkozy en a sorti une bonne, méchante, et en partie fausse, mais en partie juste. Il a dit les gens qui manifestent mariage pour tous, c'est des fascistes en Loden. Contre le mariage pour tous, c'est des fascistes en Loden. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais il y a un potentiel qui est différent. Mais vous voyez, si vous restez dans ce contexte, nécessairement, vous avez un conflit destructeur des uns contre les autres. Vous n'avez plus une création commune qui fait que vous pouvez surmonter les conflits. Et évidemment, je dirais, pour finir, que la vraie manière d'honorer le passé, comme dirait Jaurès, ce n'est pas de se tourner vers les siècles éteints pour contempler une longue chaîne de fantômes. Le vrai moyen de respecter le passé, c'est de continuer vers l'avenir, l'œuvre des forces vives qui, dans le passé, travaillèrent. Voilà. Alors, il n'y a pas d'issue vers le passé, il n'y a pas d'issue dans le prolongement du présent, il n'y a que d'issue que dans le futur. Et c'est bien le propre des BRICS, en agissant en fonction des conditions nécessaires pour qui est le futur. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça a un nom.
s'appelle la politique. C'est pour ça qu'on est politique. La politique, c'est pas aller coller des affiches, si, ça peut être parfois nécessaire parce que les gens ont besoin de voir 10 fois la même personne pour savoir qu'une idée a peut-être une chance d'exister. Mais la politique, c'est ça, c'est créer les conditions du futur. Et l'homme politique qui le représente, qui c'est? C'est Prométhée. Prométhée dans son combat contre Zeus. Parce que Prométhée, c'est l'avantage d'autrui. C'est l'homme qui dit « j'ai confiance », c'est le dieu, entre guillemets, qui dit « j'ai confiance en l'homme, je lui donne pas seulement le feu, mais les moyens de découvrir la science, l'agriculture, à l'époque la manufacture, et il le dit, de forger, par exemple, c'est dans Échille. Hein. Et la politique de ce point de vue et la science sont des choses qui, ensemble, définissent le futur. Mais il faut en plus avoir la poésie, il faut avoir l'art, qui permet de trouver en soi-même les ressources qui font qu'on développe la science et qu'on est inspiré par quelque chose qui permette de savoir qu'un futur est nécessaire, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sait qu'il doit être. Alors que Zeus, au contraire, dans l'histoire, c'est celui qui voudrait anéantir les hommes parce qu'il dit qu'ils peuvent devenir méchants et menacer les dieux. Ce sont de véritables Chinois. Pardon. Vous voyez la bêtise. Les Chinois, mais ils vont être nombreux, mais ils se développent, mais ils sont dangereux pour nous. Donc Zeus, c'était ça. Et Prométhée, c'est la politique qu'on devrait avoir. Donc évidemment, le poète nous dit, Hölderlin, à mesure que croît le péril, plus croît ce qui sauve. Oui, c'est vrai. C'est dans les périodes très dures, dans les périodes, si vous regardez la préhistoire, vous voyez, quand il a fait très froid, l'être humain a inventé plus de choses. Parce qu'il était défié par des conditions difficiles. Alors quand il faisait chaud, qu'il se sentait bien, il avait moins l'idée de créer. Donc évidemment, on est dans une période où il y a un défi pour créer. Ça, c'est clair. Mais il faut que les êtres humains se battent tous pour accoucher de ce futur, je dirais. Et être capable, que nous soyons capables de mettre fin au véritable esclavage mental dans lequel on est plongé, en libérant les autres. Parce que c'est seulement si on libère des autres qu'on peut se libérer soi-même et retrouver l'estime de soi. Alors, on ne sera pas des générations perdues. Pour l'instant, on est en train d'être des générations perdues, mais on ne sera pas des générations perdues si on en crée des nouvelles. Et en créer, ça s'appelle, encore une fois, la politique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et la politique, ça veut dire l'engagement pour la cité, pour la collectivité, pour le monde. Et voir avec les yeux du futur. Applaudissez-vous vous-même. Avant que vous partiez tous faire de la politique, on va quand même prendre quelques questions.